Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine, comme la semaine dernière, pour cause de déménagement, je ne serai accompagné que de la viennoiserie de Monsieur Croissant. Euh, et on va vous parler de deux, trois trucs. On compte vous parler des RTN qu'on a fait ce week-end. On va raconter notre vie, ça va être formidable, on va parler pendant 45 minutes, c'est super. Ensuite, on va vous parler d'une excellente vidéo qui est sortie le jour où on enregistre, donc ce mardi, enfin dans la nuit de lundi à mardi, à propos d'un concept dans la continuité de la De valeur l'arithmétique. mathématique des cartes. Exactement. Et enfin, je vous présenterai un petit deck comme, euh, comme un digestif pour l'épisode. Et voilà. Déjà, pour commencer, mon cher Croissant, comment vas-tu? Ça va super, je suis en train de mourir parce que dès que je sors de ma maison, les arbres m'attaquent. Oui. Je me fais attaquer par le pollen et du coup, j'ai beau être sous traitement, ça se passe pas bien. Je Avant suis pas, l'épisode, je suis pas dans avant, un bon état. avant l'épisode, on le voyait se mettre 1000 gouttes dans les yeux là. Ouais. Aïe aïe aïe. Mais sinon, ta semaine sur Fab, qu'est-ce que t'as fait? T'as joué aux cartes? J'ai joué aux cartes un peu. Est-ce que je fais une Pareil, hein. armory? Oui, j'ai fait une armory. J'ai joué mercredi en armory CC. Alors, comme je bossais avant, j'avais prévenu, donc j'ai eu le bail à la round 1, parce que bah du coup, Le mec. en fait, genre, je comprends toujours le côté où ah la personne arrive en retard, elle a un bail pas ouf, mais je trouve que sinon ça veut dire que la personne qui, enfin, sinon ça veut dire que tu mets en bail quelqu'un qui genre aurait pu jouer. Et en général, je trouve que dans ce genre de petits tournois, les Oui, gens il viennent aurait pu plutôt jouer. pour jouer que pour genre avoir le win à tout prix. Mhm. Mais par exemple, tu vois, genre, enfin, j'arrive en retard sur un plus gros tournoi, je préviens pas en mode, oh, tu me mets le bail à la première. Je suis en mode, bah, j'arrive en retard, Non, mais genre, j'ai une game loss, tu vois. Non mais c'est pour Euh, la blague. C'est pour la blague parce que je sais mais- notre pote Poésie, il avait tendance à arriver à la bourre au tournoi oui, et à oui, chaque oui. fois voir le bail là, on était en mode bah t'as pas besoin de ça quand même pour Il gagner prenait le donc. bail et après, il faisait 3-0. Ouais, c'est Moi, ça. moi, spoiler, j'ai pas fait 3-0, puisque j'ai. Donc, j'ai eu le bail. Après, j'ai gagné contre Paul Raff sur Lexi. Après, j'ai perdu contre Ariela sur Katsu, qui a gagné l'Armory d'ailleurs. Et après, j'ai perdu en dernière contre Mathias sur Braillard. Et je pense que j'ai fait quelques misplays dans la game. Là où celle de Katsu, je savais juste pas comment la jouer, hein, clairement. Et voilà. J'ai joué Usuri, parce que j'ai oublié de le rappeler. Ça donne un peu plus de sens au game et au Oui, match-up. ça donne plus de contexte parce que normalement Voilà. Katsu c'est genre bah Arcane Bah, je Face roll. et c'est Voilà. réglé. Donc, du coup, j'ai joué Zurich, j'étais en first time. J'ai bien aimé la liste, genre j'avais un bon feels avec, mais j'avais aucune idée de comment jouer des match-up. Ce qui fait Ouais. que la fois suivante où j'ai rejoué dans cette semaine, c'était dimanche pour un RTN. Et la veille, en fait, genre, il y avait eu un RTN à play-in que j'avais arbitré. Et à la suite de ce RTN, on était resté un peu pour faire une ou deux games de Usuri contre Dromai pour que je teste un truc avec Mathieu et Olivier. Et le test n'a pas été concluant. Et après, en fait, genre, j'hésitais entre plein de decks pour jouer le lendemain, parce que je m'en battais un peu les couilles de Perfait. Et j'ai lancé un dé et je suis tombé sur Katsu. Et du coup, je devais jouer Katsu. Sauf que, comme je suis une grosse salope, le lendemain, je suis arrivé, j'avais genre 3 heures de sommeil dans le corps. J'étais genre full migraine. Genre tout allait mal, genre mal au ventre, enfin vraiment, genre j'étais dans un état déplorable. Si bien que ceux qui m'ont vu le savent, j'ai gardé mes lunettes de soleil jusque, je Ah crois, la round ouais. 4 ou 5. Mais Genre non, jusqu'au vraiment, top, tu les as enlevés au top, hein. Jusque là tu avais tes lunettes de soleil. bah voilà. Vraiment, Euh, Stevie Wonder, toute la journée là, il était en train de pianoter avec ses cartes au fond de la salle. mais ça m'a mis trop bien parce que ça a reposé mes yeux de fou. Du coup, ma migraine, elle est partie assez vite. Bref, du coup, j'ai joué Kano parce que, en fait, je me sentais pas du tout de jouer un deck en first time. Et même si je craignais croiser plein de Dromaille et genre perdre et genre. Enfin voilà, je m'en foutais un peu de pas parfait, mais comme je le dis tout le temps, c'est pas perdre qui me saoule, c'est ne pas jouer mes games. C'est pour ça que je déteste le match-up Dromaille Kano, c'est que genre je joue pas mes games, j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe.
Et là, avec Katsu, j'aurais pas eu de contrôle non plus parce que je connais pas les match-ups, j'aurais été en first time. Et je pense que genre j'aurais vraiment pas pris beaucoup de plaisir, même si j'avais gagné des games. Du Bah, coup, j'ai joué Kano. t'aurais peut-être appris des trucs, mais ça t'aurait probablement frustré parce que t'aurais appris en perdant. Et c'est Ouais, pas peut-être un après, RTN qui permet de faire ça. Genre, à une armory, il y a pas de souci, tu vois. Une armory, ouais, c'est ça. perdre en jouant, il y a pas de problème parce que t'es là pour ça et tout. Mais c'est vrai Alors, qu'un RTN ou des fois quand t'as plein de rondes comme ça peut. Genre, à la fin de la journée, t'en as marre et. d'un côté, je suis d'accord, et d'un autre côté, comme on en a déjà parlé dans l'épisode où on parlait de nos préparations, je pense que contrairement à toi, j'apprends beaucoup moins sur une game de tournoi comme ça. Genre, là par exemple en Ouais, Armory, tu vois, j'ai perdu avec Uzuri contre Katsu et contre Braillard. Je n'ai pas appris de choses sur le match-up. À part que mm, j'avais aucune idée de comment le jouer, tu vois. Et il faudrait que je mm, fasse des games en testant des choses. Par exemple, avec Mathieu, quand on a testé Uzuri Dromai, j'ai dit je rentre de quoi tenter de te fatiguer, tu rentres de quoi ne pas te faire fatiguer, on joue la game et on voit si ça passe. C'est pas du tout mm, passé, je l'ai pas du tout fatigué, je me suis fatigué, et genre j'ai compris que c'était pas faisable. mm, Genre, tu vois, enfin, en fait, parce que je suis parti du postulat que je tentais de faire ça, que j'ai tout fait pour lui aussi et j'ai raté. Alors, en vrai, il faudrait que je le fasse sur plus de games, mais t'as déjà le feeling parce que je savais ce que je cherchais à vérifier et à noter, tu vois. ah, bien sûr. Donc, je pense que même avec Katsu, j'aurais pas appris grand chose, même, enfin, que je gagne ou que je perde. Du coup, bien que des gens m'aient dit oui, tu veux un truc facile parce que t'as mal à la tête, du coup tu joues Kano, haha, c'est ironique. Bah, croyez-le ou non, pour moi, Kano c'est devenu En un vrai, deck moi je un peu facile comprends, à hein, jouer. Genre, je dis pas que c'est En facile vrai, à c'est jouer, mais en vrai, Kano, quand tu déroules, dans le sens quand tu exécutes et que t'as ouais. pas genre à pitch stacker, en vrai, c'est Mais simple, genre. en fait, En fait, même quand t'as j'ai les appris stack, patterns et feu. Pitch stack, c'est juste l'effort de mémoire. Moi, je sais quand je me sens pas bien, j'ai du c'est mal à ça en fait. mémoriser les choses. Genre, en vrai, Mais même le pitch stacking, tu vois, c'est maintenant je connais mes séquences, je connais mes lignes, je connais mes patterns, genre je sais ce que je dois faire, je connais mes plans de jeu. Et du coup, c'est un deck où, comme je sais ce que je dois faire, j'ai beaucoup plus de facilité à l'appliquer, même si je suis pas dans un très bon état physique. Du coup, voilà. Donc, j'ai joué cadeau. Et j'ai fait un bon tournoi, puisque du coup, round 1, je joue contre une Lexi, qui était d'ailleurs la personne qui a gagné le RTN de la veille à Play-In, j'ai vu notamment la finale dans un miroir de Lexi, a très bien joué, honnêtement. J'ai vraiment trouvé le niveau de jeu ah bah très bon. moi, je me suis fait bourrer pendant le week-end par le même joueur. J'ai fait au secours. J'ai fait n'importe Franchement, quoi. franchement genre, le niveau était vraiment bon, même Mais si c'est pas sur cette round-là que je l'ai le plus vu, parce que pour le coup, il n'avait pas vraiment d'expérience dans le match-up Kano, donc il a fait des erreurs de mon point de vue, et il a été puni pour. Mais dans les match-ups qu'il maîtrisait et qu'il avait travaillé, comme le miroir de Lexi, on sentait qu'il était genre vraiment bon et qu'il avait vraiment train dessus. hmm. Euh, et du coup, donc je gagne, donc je suis en 1-0. Et là, je me dis, putain, je suis pas bien et tout, et je suis en 1-0, let's go, ça fait plaisir. On est à genre à peu près la moitié de rembourser ma PAF. Trop bien. Ensuite, je tombe contre Dash, la Dash de Pedro. Et donc là, je me dis, Oh non. on n'aurait pas pu se trouver genre plus tard, tu vois, parce que pas très bon match-up, très bon joueur. Donc j'étais en mode, voilà. Il gagne le toss, il start. Et je suis hyper content parce que dans le match-up, je veux être deuxième. Donc voilà, je suis content. Après, il start, il fait Spark of Genius, il ramène un Teclopounder, du coup, je suis moins content. Et en fait, la game, genre, on joue 2 tours où je mets un spell, il a B3, il perd genre un point de vie, il me met un peu de dégâts parce qu'il joue deux attaques, machin. Et en fait, en gros, j'arrive à un tour où je fais Hider Spindle rouge, boosté, et il fait AB3 avec une bleue. Je passe 2, je vois 2 cartes au-dessus et je vois genre une bleue et une lesson, je crois. Je laisse la lesson, je cano et je joue la lesson. Et là, il réfléchit longtemps et il prend la décision, qui, j'en ai parlé avec lui après, je pense est la bonne, de AB3 sur lesson, mais avec 3 rouges, parce qu'il n'avait plus que 3 rouges dans sa main. Ce qui fait que du coup, il a plus de ressources. Et à ce moment-là, il est à 36 PV, et moi, j'ai une carte en arsenal. Mais du coup, sa théorie, c'est que la carte en arsenal, c'est soit Blazing, soit Ether Wildfire, donc une de mes 2 pièces de combo. Mais il m'empêche d'aller chercher l'autre avec les sons, et de toute façon, avec sa main full rouge,
si j'étais parti en combo, enfin, s'il avait voulu me menacer, j'aurais probablement pu avoir une opportunité de partir en combo de toute façon. Et là, on avait joué 2 tours, donc la probabilité que je vois déjà le combo était relativement faible. Du coup, je pioche une main avec genre un spell rouge et 3 bleus, avec Blazing en arsenal. Et là, il tente de passer le tour. Je réfléchis et je fais, bah on va go, genre au pire, je passe des dégâts et juste, si je vois pas des bons trucs on top, je garde ma rouge et ma bleue. Et genre, juste, je fais un spell sur mon tour et je continue à avancer mon plan de jeu. Je fais un blind cano et je révèle Wildfire. Et du coup, bah, kaboum. Et du coup, je suis parti et j'ai eu une bleue sur mon swap Ragamuffin, ce qui a fait que j'ai pu payer pour tous les triggers de Metacarpuston et tout. Et du coup, je l'ai tué. Et en vrai, même si on sait tous les deux que c'est le jeu et qu'en plus dans ce match-up je dois être lucky, je me suis quand même excusé parce que bah genre j'ai bien high roll. Mais du coup 2-0. Donc là-dessus je me dis let's go, je suis content, yes. En fait, moi en vrai, j'avais trop envie d'avoir une Usuri Coldfoil parce que j'aime bien le perso et je pense que je vais le jouer. Et du coup j'avais envie de faire top 8 et de choper Usuri. Mais comme vous le savez sûrement, je ne suis pas encore du tout sûr de jouer les nationaux. Donc la qualif, j'étais en mode mais du coup, là, je me dis 2-0, si j'en gagne encore une, je suis quasi sûr de faire top 8. Parce que comme il n'y avait que 5 rounds, on était genre 29, je crois. 3-0, même into 3-2, normalement, tu top. Euh, et du coup, je fais une troisième et je joue contre Usuri. Et là, je me dis, bah, trop bien, genre, c'est un match-up favorable et tout, je peux pitch stack et tout, machin. Et bah, je joue contre une liste qui était pas tout à fait redline, mais qui était assez agressive, avec beaucoup de Earl et tout, de Go Again. Et mon adversaire a pioché, genre, je crois 4 ou 5 isolate dans les premières mains. Ce qui fait que j'ai pris beaucoup de hit effects qui, genre, avec des inertia ou des trucs comme ça, qui ont disrupt mon plan de juste stack des trucs en arsenal et de genre go si m'agressait trop. Et en même temps, j'ai dû passer des dégâts parce que isolate, donc je pouvais pas bloquer correctement. Et du coup, genre, j'ai eu peur à un moment de pas pouvoir atteindre ma stack. Au final, j'ai pu l'atteindre avec une erreur, je crois, que j'ai réparée. Et du coup, j'ai kill. Donc, j'étais très content. 3-0, super. Ensuite, je joue contre Holdim. Et là, pareil, je me dis, trop bien, je peux stacker. Et bah, effectivement, la game, je stack. En Et vrai, malaise parce que tu oublies d'activer ton Imperial Edict au bon moment. ouais, voilà, genre j'ai failli me faire cuck parce que j'oublie de faire un truc, mais c'est pas grave. Du coup, pareil, je dois faire des mini-calculs pour réparer un peu, machin et tout. Je l'ai vu faire des bisbilles là, j'étais juste à côté de lui, Euh, il était en train de réfléchir à 10 ouais, 000 km/h pendant que je m'étais fait blaster par un autre canot. Et du coup, voilà. Et après, 2 canaux en 4-0. Genre, du coup, trop content. L'autre joueur de canaux de Paris, Thomas, qui joue très bien le deck aussi. Du coup, bah, la 5e round, pour Disney qui est undefeated, c'est un miroir de canaux. Comme je l'ai déjà dit ici, je déteste jouer le match-up. Et en fait, le match-up, genre, on l'a déjà joué plusieurs fois avec Thomas. Et en fait, à chaque fois, il se passe de la même manière. C'est-à-dire que, genre, on trade, il joue une potion, je joue une potion, on trade. Et quand on passe la barre des 20 HP, c'est-à-dire au bout de genre 10 tours, bah, lui, il continue à être discipliné, ce qui est le play correct. Et genre, c'est pour ça qu'il est meilleur que moi dans le miroir et qu'il est actuellement en genre 3-0 contre moi, je crois, dans le match-up. Parce que moi, à ce moment-là, je suis en mode, il reste 25 minutes à la clock, on vient de jouer 30 minutes et je sais qu'on a joué 30 minutes pour rien. Et je suis en mode, casse les couilles, j'ai la flemme, je vais prendre une pause avant le top 8. Et du coup, je go. Et je suis en mode, je go. S'il a pas la réponse, genre j'ai win. Et s'il a la réponse, bah il a gagné. Super. Bah il avait la réponse, du coup il a gagné. Et du coup, voilà. J'ai quand même fait 4-1. Et enfin, 4-1 et ma défaite, c'est une défaite sans en être une, entre guillemets, dans le sens où, certes, ça compte au niveau des standings, etc., tu vois, mais le miroir de Cano, pour moi, c'est pas. La Enfin, réalité, c'est comme si vous c'est aviez leur fait truc, une ça. draw, enfin, c'est comme si vous aviez fait une draw, hein. Bah non, Parce mais que en genre, fait, enfin, non mais, en fait, c'est pas comme si vous aviez fait une draw parce qu'il y a un gagnant et un perdant, mais la réalité, c'est que vous l'avez joué comme si c'était une draw et qu'elle comptait pas, en fait. ah oui, clairement, bah, Genre, vous étiez en mode: «Ouais, flemme, en vrai lui, il a joué plus comme si elle comptait, je pense. Et même moi, je la jouais quand même comme si elle comptait, tu vois. Genre, j'aurais bien aimé la win pour dire j'ai fait 5-0 en round et tout, ça m'aurait plu. Mais je sais aussi que c'est un match-up où, genre, s'il y en a une, je ne l'ai pas encore trouvée. Et pour moi, il n'y a pas de solution pour le rendre favorable.
En mode genre, c'est pas un match-up où Oui, tu je peux peux juste genre le outskill jouer et ton adversaire, déséquilibrer. outplay ton adversaire Mmh. et du coup, bah, ça me fait un peu chier et du coup, en général, je craque et je go. Mais ce qui paradoxalement fait qu'il joue mieux que moi, le match-up. Tu vois? Genre, Mmh. en fait, il y a pas vraiment de manière de mieux le jouer et en même temps, ma manière de le jouer est moins bonne parce que je craque et que ça me casse les couilles. Bref, Mmh. du coup, top 8. En grande partie à cause d'une draw qui vous sera peut-être racontée plus tard. Les standings font que je réaffronte Natalia. Heu Hold'em du coup. et du coup, Holdim, ouais. Et du coup, bah, à nouveau, pareil, en fait, même si je trouve qu'elle joue un peu mieux la game parce que bah, c'est une très bonne joueuse et qu'elle apprend très vite, genre dès qu'elle fait une game, elle en retire des choses. Globalement, Oublie pas d'utiliser ton édict cette fois-ci. aussi. Mais globalement, du coup, je gagne, je fais une stack qui, genre, aurait mis Ah 200 là-dessus dégâts, je 1000 pense. Enfin, 1000 fois. bah, genre, Mais en fait, d'ailleurs ça m'a trop fait parce que c'était un peu un truc de prouveur, parce que moi j'arrive à la fin de la partie, je le vois révéler des trucs là, piocher des cartes machin, et à la fin il révèle vraiment mais genre 3 Blazing Aether et 2 Wildfire et je suis en mode: «Ah ouais, non mais c'est mais en fait, bon, tu dis que c'est un pas truc de besoin de prouveur, mais ça». j'en ai besoin. Genre, s'il y a que des Mais je potentiels, j'ai sais, besoin mais de je stack sais, comme ça. mais en l'état, je sais qu'au Ah, moment où tu le fais, tu en as plus besoin parce que ce que tu as fait a déjà bah, suffi, tu vois? en fait, je crois qu'elle est à genre 12 HP quand mon premier Blazing part et il met 43 et le deuxième Oui. mettait genre 85. Donc C'est ça et effectivement, genre, en fait, tu la vois heu, pitcher des rouges, dont le Oasis Respite qu'elle a pas le droit de jouer parce ouais, que ouais, tu as ouais. édit avant. Donc ouais, tu es en mode: «Ouais, vas-y, c'est bon, Mais, boum». du coup, j'en profite, si elle écoute ce podcast pour me réexcuser parce que les 2 games que j'ai fait contre elle étaient pas super propres de ma part. Genre il y a un moment où genre j'ai joué un Sing Below, sous Heart of Ice sans pitcher et en fait après on s'est rendu compte que j'avais pas pioché sur le sync. Et du coup, j'ai fait: «Ah merde, j'ai pas pioché» et après j'aurais fait: «Comment ça, tu pas pioché?» et en fait, elle s'étonnait que genre j'avais 3 cartes en main sans avoir pioché et j'étais en mode: «Bah oui» et en fait, c'est parce qu'elle s'attendait à ce que j'ai 3 cartes en main parce que j'avais dû pitcher donc on a appelé un Ouais. arbitre, on l'a fixe parce qu'on était encore au même tour mais genre un peu voilà, pas ouf. Après, à ma décharge, on venait de faire 5 rounds et tout, je l'ai pas mis au départ et sur le top 8, il y a eu des misplays un peu des 2 côtés. La game était pas la plus clean qu'on ait pu jouer, mais comme c'est une personne que j'apprécie beaucoup et je pense réciproquement, du coup, enfin, il y avait pas de problème sur genre revenir un peu en arrière s'il y avait un play qui était genre un peu scrappy ou quoi. Mais du coup, voilà, je m'excuse encore parce que c'est le genre de game où j'aimerais bien être vraiment genre 100% clean sur mes plays, mes triggers, et cetera et pas genre misplay des choses ou rater des choses. Mais du coup, voilà, donc genre, encore un match-up où je stack. Je suis content de moi parce que je pense que c'était une des stacks les plus clean que j'ai faites en termes Ouais, ouais, et je l'ai de vu, composition de la stack et de je l'ai vu, genre, ouais. comment je l'ai joué, comment je l'ai compté, et cetera. Donc Bah, j'étais assez surtout content. je l'ai vu, j'ai vraiment vu que tu étais genre, c'est vraiment tu étais en mode: «Ah bah, c'est bon, je sais ce qui se passe» et genre pitch bleu, cano, tu révèles la carte, même pas besoin de la regarder, c'est: «Ouais, Tom, pioche de bleu, pitch bleu, blazing». Je suis en mode: «Ah ouais, ah oui, il la connaît sa stack le salaud». Ouais, j'ai bien compté. Et du coup vient la demi-finale, donc pour ceux qui se demandent, j'ai ma qualif puisque j'ai fait top 4. J'ai eu un Usuri aussi, donc j'étais très content, plus que d'avoir ma qualif. Après j'ai ouvert des boosters et tout, j'ai eu des légendaires dedans, je les ai revendus instant contre d'autres boîtes, j'ai rien Oh! ouvert dans les boîtes, j'ai perdu toutes, bah, en fait, j'ai ouvert des monarques, j'ai eu un carillon Husk, Thomas de la boutique en voulait un. Du coup, j'ai fait: «Bah, vas-y, je te le trade». J'ai pris 2 boîtes. Dans une des 2, j'ai ouvert un Flick Knives, dans l'autre, il y avait rien. Mais ce qui est marrant, c'est que petite anecdote, et après je raconte mon top 4. Gabi, donc surnommé Gabi aux mains d'or, hein, la mascotte de la boutique, a choisi 3 boosters à ouvrir dans mes 18 de Monarque, ou dans mes 14, non, dans mes 16 de Monarque, et c'est dedans qu'il y avait Carrion Husk. Ensuite, il en a choisi 3 dans la boîte d'Outsiders qu'il avait choisi, et il y avait Flick Knives. Et ensuite, enfin déjà avant ça, je crois qu'il avait choisi 3 boosters Outsiders ou 2 pour quelqu'un, il y avait des Shuko en Coldfoil. Et ensuite, Mathieu a eu un display Outsiders pour son résultat et Gabi a choisi 3 boosters dedans et a ouvert Plaguehive. Donc Mmh. genre, c'est Mmh. bizarre. Mmh mh. Moi, je dis juste, c'est étrange. Mais du coup, donc mon top 4, j'ai rejoué contre le joueur de Lexi. Et en fait, cette fois-ci, la grosse différence dans le match-up, c'est que déjà, je trouve qu'il a un peu mieux joué quand même. Genre, il y avait quand même des plays qui n'étaient pas forcément les
plus optimaux ou les meilleurs, de mon point de vue, mais c'est très dur quand t'es pas habitué à jouer contre Kano de pas faire d'erreur contre Kano, pour le coup. Donc c'est pas du tout pour dire que c'est pas un bon joueur, hein, au contraire. Mais la grosse différence, c'est que cette fois-ci, il a touché du side, et notamment des inertia tokens. Et en fait, du coup, il m'a deny genre 2 tours où j'ai pas pu Arsenal Wildfire pour setup. Ce qui fait que même si j'ai réussi à lui mettre des dégâts, en fait, j'ai joué avec 2 tours de retard. Du coup, le tour où il me présentait l'étal avec la moindre attaque, et où j'ai dû partir parce que je pouvais pas le block out, c'est le tour où du coup j'ai dû partir et il avait encore genre 3 ou 4 cartes en main quand je suis parti. Et en fait, les 3 ou 4 cartes, bah, genre, il y avait au moins 2 bleus, je crois, et il avait AB2. Et du coup, j'étais en mode, bah. Du coup, je kill pas. Et puis en plus, j'ai pas eu les meilleurs reveals parce que bah, j'ai dû partir sans un bon setup, j'ai pas pu attendre un autre Blazing, enfin voilà. Et en plus, genre, mon Ragamuffin m'a pioché une rouge. Enfin, j'ai eu un petit peu d'unlock en plus, mais juste genre, il a touché son side. Bon choix de deck building et de side dans le match-up. Il a bien joué les quelques tours qu'il a bien joué overall. Il m'a deny et du coup, j'ai pas pu partir correctement. Et en fait, j'ai joué. En fait, jouer un match-up aggro avec genre 1 ou 2 tours de retard pour Kano, c'est genre beaucoup trop dur. Et enfin, un tour, ça peut aller encore. 2 tours, c'est très dur. Et du coup, voilà. Donc un peu sad, parce que je pense que le match-up est vraiment prenable, voire même favorable, même contre Heart of Ice. Mais après, pas de regret, parce qu'en finale, du coup, c'était une Draw My Big Dragon, et je pense que genre, bah, enfin, ça aurait été un match-up, soit j'aurais chaté et peut-être j'aurais pu win, soit je chatais pas et j'aurais lose anyway. Donc, Mmh. puis en vrai, j'avais déjà ma Usuri. Ça faisait genre, je crois, 6 boosters de différence ou un truc comme ça de faire top 2. Et la Jubile, même si c'est des sous à revendre, j'en ai honnêtement pas grand-chose à faire. Faudrait-il déjà réussir à la revendre, hein? Ouais, non, mais voilà, Que donc personne en veut vrai, acheter une Jubil Cold Foil à ce prix-là, hein. en vrai, je vais probablement avoir du mal à me qualifier à l'XP, et là, j'ai eu ma qualif. Donc si je veux jouer, super. Donc le top 4 était très bien. J'ai eu ma Usuri. Donc en vrai, rater le top 2, genre, j'étais un peu frustré sur le moment parce que je pense que encore une fois, la game était prenable parce que je pense que le match-up est plutôt pour moi. Mais en même temps, il touche son side, je pense pas faire vraiment d'erreur sur la game, et entre guillemets, faut que j'accepte, tu vois? Genre, Mmh. c'est comme ça. Mouais, Du coup, voilà. un bon dimanche quand même, ça va, quoi. Franchement, ouais, overall, ça va. Genre, bah, parce que du coup, je fais quand même 5-2 overall, dont une game lose contre un miroir de Kano qui, du coup, est une game que, entre gros guillemets, «je compte pas», entre gros guillemets. Du coup, ouais, franchement plutôt content overall. Puis encore une fois, en fait, c'est toujours pareil, c'est même quand je gagne des Winnerbox ou des trucs comme ça, même si c'est pas non plus les plus gros tournois ou quoi, tu vois. Genre d'enchaîner un Winnerbox win avec Kano, into 5-3 au calling, into ça en 3 tournois, ça me satisfait aussi d'un point de vue ego et d'un point de vue genre confiance en moi, entre guillemets, sur le fait que bah ouais, je suis pas un mauvais joueur, je suis légitime à parler de Kano, je suis légitime à parler du jeu, à parler du jeu compétitif, et que genre, même si je suis pas parmi les meilleurs joueurs français, j'ai quand même assez de game knowledge et de compétences sur le jeu pour être quand même plutôt dans les hautes tables, et ça fait plaisir de pouvoir le montrer et de me le prouver, parce que c'est bien beau genre de dire ah, je passe des heures à théorigraphe le jeu à machin. Bah ouais, mais si je fais pas de game et que je prouve pas que je suis capable de l'appliquer en game et de gagner des games, ça vaut pas grand chose. Du coup, Clairement. voilà. Donc content overall. Et toi, du coup, PDPU, parce que je sais plus si tu as joué en dehors des RTN, mais tu as fait 2 RTN, toi. Mouais. J'ai fait vite fait une armory, le jeudi, histoire de juste jouer aux cartons. Avec Kano et j'ai fait 3-1. Non, j'ai fait 4-1 je crois. Ouais, il y avait J'ai 5 fait wins. 4-1 avec Kano. J'ai perdu contre Dash parce que Dash c'est un match-up de merde. Voilà. Puis j'ai un Ouais. peu fait n'importe quoi, je pense. Non, en vrai, je suis pas sûr d'avoir fait n'importe quoi, mais c'était marrant parce que mon adversaire respectait sincèrement le potentiel de Kano. Et du coup, c'est D'accord. vraiment très drôle parce que dès le troisième tour, en fait, dès le premier tour, parce que mon adversaire commence, il arrive à me faire un total de 7 points de dégâts tour 1 alors que j'ai mis toute ma main pour bloquer.
Et du coup, je commence la partie avec 8 points de vie au lieu de 15. Bon, il me force à utiliser Stormstriders pour jouer un tome pour piocher 2 cartes pour bloquer, enfin genre j'étais en mode: Ouais, «Vas-y, c'est perdu». Mais du coup, ça me faisait trop rire de le voir paniquer et genre réfléchir à fond à chaque fois qu'il jouait une carte et tout. Il faisait tout pour garder ses bleus en main. Moi, j'étais en mode: «Non, mais tu sais, là, sur le papier, je compte t'emmener à la fatigue, en fait. Je vais bloquer 12 à tous les tours et puis on va voir ce que ça donne». Et c'était vraiment trop drôle parce que du coup, il était en mode: «Mais qu'est-ce que tu fais? Cano qui essaie de me fatiguer, je comprends pas et tout». Je suis en mode: «Non, mais Mmh. tu vas gagner, t'en fais pas», tu vois? Et Ouais, mais j'ai c'est regardé marrant. un peu la game, de loin, en passant à côté des tables et tout, et C'est très c'était drôle. vraiment drôle. C'est Voilà, vrai que du coup, c'était je suis 4-1 parce que je voulais juste jouer avec Kano. Et en vrai, j'aime toujours autant le deck en Blitz, en vrai, c'est trop cool. Et puis du coup, ouais, j'ai fait 2 RTN. Alors du coup, je fais le RTN de samedi à Play-in que toi t'as arbitré. J'y mmh. étais avec Dromai Big Dragons, parce que bah, c'est le deck sur lequel je me suis le plus entraîné, et c'est lequel j'avais dit que j'allais avec. J'ai fait 2-3 sur les rondes suisses. Je gagne mes 2 premières rondes. Contre Dromai Iris, du coup j'ai le match-up à genre 10 000%. Et Ouais. Kano, où juste bah, j'ai touché des Oasis Respite et des Sun Cover, donc en fait j'ai gagné. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Et du coup après j'ai affronté bah, du coup, le copain Poésie, Paul Mirande, qui jouait Lexi. Alors normalement, théoriquement, le match-up est genre à 52% favorable pour Dromai. Mais il m'a fait le high roll de l'année, c'est-à-dire qu'il a si on considère que Lexi a genre sa version, elle a 12 cartes, 12 power cards parce qu'il a 3 Tree of a Kind, 3 Brelans, 3 Rainrazor, 3 Codex of Frailty et 3 Art of War. Il a vu genre sur ces 12 cartes, il a dû en voir genre 8 sur les 5 premières mains de la partie en fait. Donc il m'a fait des tours à base de euh, Rainrazor, Tree of a Kind avec la tunique, into 3 flèches. 2 tours après, Rainrazor, Art of War, Tree of a Kind. J'étais en mode, oh ouais, non mais vas-y, bon. Ouais. Du coup, je l'ai perdu, évidemment. Ensuite, j'ai affronté du coup le joueur qui a gagné le RTN et qui a fait finale le lendemain, du coup. Qui m'a juste appris la vie, en fait. Genre, j'y réfléchis après et je pense que j'ai fait n'importe quoi. Et en plus, j'étais très surpris parce qu'il jouait vraiment genre 8 codex. Et c'est beaucoup, 8 codex. Ouais. Du coup, ça m'a beaucoup surpris, j'étais absolument pas prêt à ça, et du coup, je me suis fait punir sur des trucs. Il a joué des Arctic Incarcération qui m'ont mis dans l'espace parce qu'il a pris 2 tours sup avec, enfin voilà. Mais du coup, il a bien joué, du coup, j'ai perdu. Et en dernière ronde, j'ai affronté Dash Pistol, Dash Piu Piu, très 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 défensif, qui a eu la chance de voir ses items très vite, et du coup, bah, je me suis retrouvé derrière. Mais pendant la journée, j'ai parlé de Braillard avec des gens qui jouaient Braillard, etc., etc. Notamment un excellent joueur italien qui passait par là. On s'attendait pas du tout à ça, et vraiment on l'a vu Un débarquer, on a fait «Oh là! Oh, le niveau un vient certain de...» monsieur Fouad Omar, Ah pour ouais, ceux qui ouais. suivent un peu la scène compétitive, notamment les Worlds, ça peut vous dire quelque chose. Bon, Heu, c'est en gros un c'est joueur qui a fait top 16 au Worlds, qui a eu une excellente performance avec Dromai, excellente performance avec Prism, un gros historique de joueur de Prism, mais un historique de bons joueurs. Et genre, du coup, on le voit débarquer, on était en mode «Ah il ouais!» est très, très bon. Ah ouais. Mais du coup, on a mangé avec lui, parce que Paul le connaissait, parce qu'il l'avait déjà croisé sur des tournois internationaux. Et du coup, on a parlé de Braillard et tout. Il disait, ouais, je pense que Braillard, c'est vraiment super, parce que ça race Lexi, c'est pas mal contre Dromai, ça a des avantages. Enfin voilà. Il avait des arguments que j'entends, avec lesquels je suis pas forcément d'accord sur le coup, mais bon, j'écoute parce que c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien parler de Braillard, parce que c'est un deck que je trouve super stylé. Mais du coup, ça m'a saucé, et le lendemain, je suis venu avec Braillard. Voilà, je me disais de toute manière, à l'XP je suis qualifié, donc vas-y, on s'en fout, je joue un deck pour m'amuser. En plus, si Braillard passe Living Legend, je regretterais de pas l'avoir joué une dernière fois. Et du coup, j'ai joué Royal Braillard, du coup. Je dis Braillard ou Dromai depuis tout à l'heure? Braillard? Je crois que tu dis Braillard. Pour moi, tu dis Braillard. Vas-y, il écoute pas, il est sur son téléphone, l'autre là. Non, non, franchement, Euh, il me semble que tu dis Braillard. Après, je peux me tromper, frérot. Genre, ça non, mais va. c'est Braillard, c'est Braillard. C'est Du coup, ouais, j'ai joué Crown of Dominion. Ma théorie, c'était si Lexi tape très fort, bah, je vais essayer de bourrer plus fort. Et genre, let's moi, go. mes Kashin, c'est des Tree of a Kind. Et sauf que j'ai Channel Moon Theory qui reste 2 tours quand Rain Razor reste qu'un tour. Voilà.
Du coup, j'ai affronté, mes 2 premières rondes, c'était des failles et du coup, c'était très drôle parce que le premier faille que j'ai affronté, j'ai fait une sortie, franchement, c'était pas mal. Alors c'était ma première game avec Braillard depuis très longtemps, du coup, j'étais ultra concentré sur genre jouer correctement, pas faire n'importe quoi et tout. Du coup, je me suis pas du tout rendu compte de la dinguerie que j'ai fait sur le coup, mais j'ai juste joué Channel Moon théorique, 2 cash-in, 2 snatch avec Go Again et genre 2 autres attaques dans le même tour. Ah, il a pris la maxi sauce. Il est passé de 39 à 9 en un tour, hein, vraiment, donc Ouais, c'est voilà. un bon Du coup, deck j'ai Briar. gagné. Du Du coup, coup, j'ai j'ai gagné. gagné. Bien joué à toi. Voilà. Ensuite, j'ai affronté la régie en deuxième ronde, qui a pas pris Cashin, mais qui a essayé. Ah, il dit qu'il a pris Cashin. Donc, du coup, il a probablement dû prendre Cashin, mais qui du coup a essayé une strat avec Faille qui consiste à jouer Mask of Momentum et à essayer de value la game un petit peu plus sur la durée, à essayer de me présenter des honey, piocher les cartes, machin et tout. Bah moi, ma théorie c'était j'en ai rien à péter, je te tape. Ça a payé, parce que du coup, je n'avais rien à péter, j'ai tapé. Voilà. Ensuite, j'ai affronté. Qu'est-ce que j'ai affronté? En troisième ronde. Ah, je sais plus. Qu'est-ce que t'as affronté en Ah, j'ai troisième? affronté Bravo. Si, j'ai affronté Bravo. J'ai affronté Bravo contre Poisoned, le Poisoned national, du coup. Ah oui, Qui, exact. euh, qui m'a dit dès le début de la game ouais, alors, bon, je veux pas beaucoup bloquer. Et effectivement, Oui, il n'a pas beaucoup bloqué. Donc, mais moi, je venais de le voir parce que j'étais table 2 et lui table 1 pendant les genre 2 premiers rounds. Enfin, en gros, genre, on avait commencé à une table machin, et après, il était table 1, moi table 2. J'ai contre Pedro, lui contre Maximilien, et après contre toi, et pendant que moi, je jouais contre Michael. Et oui. la game d'avant, c'était contre un Braillard aussi, et vraiment, genre, Ah, il avait il la avait, flemme. il Moi, avait, j'ai senti qu'il en avait gros, la grosse il avait flemme. genre 4 cartes dans son cimetière, et c'était pas parce qu'il avait bloqué avec. Ah non. C'est-à-dire que, Ah genre, non, vraiment, non. c'était boum, Du coup, oui, bah, je, aggro, je, boys. je commence. Il fait un crippling crush quand même, tour 1 du coup pour lui, qui m'enlève un peu d'équipement, mais ça va quoi. Enfin, en gros, il m'a enchaîné des grosses patates qui ont fait un peu mal, mais j'ai eu un Channel Moon théorique qui est resté 2 tours, il me semble. Donc, bah, en fait, ça a tapé trop fort. Et au final, ses points de vie sont descendus plus vite que les miens. Du coup, j'ai gagné. Du coup, je suis à 3-0. Je suis en mode, ah, c'est cool et tout. Je savais que j'allais taper probablement Kano ou Oldim. Du coup, je tapais Kano. En Je gros, c'est tapais ça. En fait, l'autre Kano, du coup. à 3-0, il y avait genre 2 canaux, un braillard et un Et Oldim. Oldim. Et donc, Et on du coup, nous, savait qu'on avec se les 4, taperait entre nous. on était en mode genre, s'il vous plaît, faites qu'on se tape pas entre nous, parce que les deux autres match-ups, ils sont favorables pour nous. Même Ouais, si Ultime encore plus que Braillard, puisque t'avais Tech. Mais genre, les match-ups, ils sont favorables pour nous. Alors que genre, le miroir, c'est infâme. Et du coup, on était en mode, ouais, bah, en vrai, on accepte de prendre le miroir à 4-0, parce que si on touche pas le miroir, on n'a pas gagné nos games, mais on a des match-ups favorables, donc on a des chances d'être à 4-0, et let's go, tu vois. ouais. Du coup, bah, Alors, faut savoir que la veille au soir, vers 22h30, je me suis mis à monter ma liste de braillards. Et à un moment, j'avais commencé en mettant de l'arcane barrière. Et j'étais en mode, ouais, alors il me faut de l'AB, du coup il faut AB2. Puis au bout d'un moment, je baisse à AB1, parce qu'en fait AB2, je m'en fous. Et puis en fait, au bout d'un moment, je fais, mais en fait, le seul match-up où je veux de l'arcane barrière, c'est Islander. Des Islanders, il n'y en a pas. Donc en fait, on va juste je mettre la tech ultime contre Kano qui s'appelle Shock Charmers, qui dispose du coup. Coupé, Quoi? coupé. Qu'est-ce qu'il y a toi? On Qu'est-ce ne qu'il y a? révèle pas les techs. Coupé, coupé. Non mais si, moi je révèle, c'est Shock Charmers. Si Il a vous mis, jouez. il a mis une carte. Mais voilà. Voilà. Alors, faut savoir que on avait fait. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que Shock Charmers, ça fait super longtemps qu'on sait que c'est bien contre Kano en tant que braillard. Parce qu'on avait testé un peu avant quand Islander était légal et quand tu jouais Kano. Et on était abouti à la conclusion On que. avait testé il y a très euh, longtemps. Ouais, à quoi bon pitcher quand on peut tout mettre dans la gueule? Et à un moment, on dit, il faut que je sois à beaucoup moins de points de vie que ce que tu comptais au départ pour pouvoir me tuer. Parce qu'en fait, le Spell Void 2 sur Hater Wildfire, ça modifie complètement les maths. Et ça fait gagner 10 points de vie sur la combo, en fait, et c'est trop bien. Euh, et du coup, bah, j'avais Shock Charmers parce que je savais qu'il y aurait au moins un canot, la viennoiserie. Et du coup, il y en avait un deuxième. Et malgré Shock Charmers, ça n'a pas suffi parce qu'en fait, enfin, Shock Charmers m'a fait gagner plein de points de vie,
mais la réalité, c'est que la partie a été gagnée pour mon adversaire quand il a réussi, tour 1 alors qu'il commence, à m'infliger 12 points de dégâts, et le tour d'après, à me réinfliger genre 9 points de dégâts, je crois, un truc comme ça. Du coup, en fait, Ce qui fait le, que Shock le- Charmers ne suffit plus. ouais, c'est ça. En fait, le coussin amortisseur qui était censé représenter Shock Charmers avait été annulé par le fait qu'il avait réussi à m'infliger une dizaine de points de dégâts sans Mmh. partir en combo. Du coup, j'avais beau tout mettre dans sa tête, bah, le moment où je lui présente l'étal, bah, il est juste parti et bah, je pouvais rien faire. Voilà, donc là je suis à 3-1, je suis en mode, vas-y, c'est bien, je savais que je taperais Holdim. La réalité, c'est que bah, Natalia, du coup, qui jouait Holdim, est particulièrement entraînée contre Braillard, parce que du coup, son mari Maximilien ne joue que Braillard. Donc en fait, le match-up Holdim-Braillard, il s'entraîne tout le temps, et moi je suis une merguez. Donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai perdu à la fatigue, du coup. Enfin non, on a fait une égalité, mais je l'aurais très probablement perdu à la fatigue. Et pendant toute la game, j'étais en mode, ah ouais, je me souviens pourquoi j'aimais pas ce match-up. En fait, faut réfléchir, faut pitch tag, faut mettre des cartes au bon endroit, machin et tout. Faut éviter de jouer des cartes dans un certain ordre, je fais n'importe quoi. Mais du coup, je me retrouve quand même en top 8, à être, je sais plus combien j'étais, genre sixième, un truc comme ça. Peut-être plus, je sais plus. Et j'affronte Mmh. du coup la Lexi que j'avais affronté la veille. Et là, je suis en mode, je me frotte un peu les mains. Ma théorie, c'était, on joue Kashin, on met tout dans la bouche et ça marche. Bah, j'ai pioché ni CMH ni Kashin. Du coup, bah, j'ai pas gagné. Ouais, Et j'ai super. probablement fait Parce que si n'importe t'avais quoi. gagné, tu aurais joué contre moi et je t'aurais fumé et j'aurais été en finale. Putain, petit bâtard. Oh, mon rêve de réussir à te battre avec Shock Charmers, là, Mais viens, on fait si des games quand j'avais. tu veux. Faut que je fasse des games contre Islander avec Paul aussi. Viens, on fait des games quand tu veux. En plus, je vais essayer de me mettre un peu plus à Talichar parce qu'en ce moment, je joue Mais sur en vrai. Talichar pour, en fait, je joue sur Talichar en ce moment. Je fais quelques games pour entraîner des gens pour un tournoi. Euh, et, En vrai, euh, c'est smooth, du coup. Tu te rends compte que c'est pas mal comme et en plateforme. vrai, c'est de la merde. J'ai trop du mal à compter mon pitch stack parce que je peux pas compter les cartes, mais, Mais si, tu mais peux les c'est ok. compter. T'as un chiffre sur ton deck. Bien sûr que Oui, tu peux les compter. mais non, mais je peux pas. Je me suis compris. Euh, je peux pas compter à ma manière. Mais en vrai, c'est ok. Et je suis un peu moins nul que ce que je pensais, donc je peux, de manière genre relativement honnête, faire quelques games. Du coup, quand tu veux, on se tape Briar Cano et on voit. On verra. Parce que je t'avoue, mon rêve, c'est quand même que Briar passe Living Legend. Comme ça, enfin, je suis en mode so long. C'était cool de te connaître. À plus tard. Salut. Salut, mon pote. Voilà. Et du coup, ça, c'était mes RTN. Du coup, j'arrive pas à faire top 8 à Play-in, mais j'arrive à faire top 8 à Uchronis, du coup, le dimanche. Du coup, je tire un Riptide que j'échange à un autre joueur du top 8 qui se reconnaîtra s'il nous écoute. Et du coup, je suis très heureux d'être le propriétaire d'un Riptide et d'une Usuri. Et donc, je vais probablement jouer Usuri parce qu'elle est vraiment trop jolie. Voilà. C'était le week-end. Et c'était bien Voilà. cool. En vrai, je suis vraiment content le dimanche parce que le samedi, j'étais un peu frustré. Ça avait un peu la même saveur qu'à chaque fois que je m'entraîne beaucoup avec un deck. C'est bah, je m'entraîne et puis j'ai l'impression juste de me faire variancer comme jamais. Et je suis en mode, à quoi ça sert de s'entraîner en fait? Et du coup, Braillard, ça embrasse vraiment ce côté à quoi bon s'entraîner quand tu peux juste jouer des cartes et en fait ton adversaire perd parce que tu tapes trop fort. Euh, du coup, bah, je pense que je vais me réorienter vers un deck un peu similaire à base de non, mais en fait, je mets juste tellement de chiffres que bon, ouais, ça va bien se passer. Voilà. Mm. Mais du coup, maintenant qu'on a fini de parler de nos week-ends, je vais présenter le sujet que j'ai voulu. C'est moi qui ai voulu en parler ce soir. Alors, pour recontextualiser, il y a un joueur qui s'appelle Fino Black, qui est un excellent joueur de Prism, un joueur qui trust les hautes tables, qui a une chaîne YouTube avec très peu d'abonnés, très peu de vidéos et très peu de vues, qui en plus est à l'arrache, c'est formidable, parce que vraiment son audio, c'est le micro de son ordinateur, c'est exceptionnel. Et du coup, il a discuté avec un autre joueur, un autre excellent joueur qui s'appelle Yoanji Lee, c'est ça? Oui, Yoanji Lee, c'est ouais. UNG. Ouais. Qui, qui, est une des voix du podcast Attack 420, qui est un podcast qui, d'après ce que je sais, est pas mal orienté vers le limité surtout, mais qui est un podcast de manière générale sur Flesh and Blood, et qui est aussi, pour ceux qui sont très collection, c'est une des personnes derrière Fabled Hunters. C'est des animaux qui ouvrent des boîtes alpha en stream et tout, enfin voilà.
Et du coup, ils discutaient d'un concept qu'ils considèrent comme étant le concept qui permet de passer du niveau intermédiaire au niveau expert un petit peu plus et tout. Genre un concept intermédiaire important à prendre en compte pour un joueur de Fab, qui part du principe que les joueurs sont capables de jouer leur deck au tour par tour en optimisant le plus possible. Donc ça implique de connaître l'arithmétique des cartes, de savoir quelle est la value de ces cartes, à quel moment est-ce qu'elles sont optimales et tout et tout. Ça implique du coup d'avoir écouté notre épisode là-dessus. Voilà, hop, comme ça je fais de la pub, c'est formidable. Trop fort. Et du coup, il parle, si on considère que dans l'épisode qu'on a fait sur l'arithmétique des cartes, on a parlé de la value des cartes ou de leur valeur, qui du coup est essentiellement tourné autour de 3, parce que c'est un peu le chiffre qui articule tout le jeu, que ce soit 3 ressources qu'on obtient avec une bleue, 3 de blocs qu'on obtient en bloquant, ou 3 d'attaque avec une carte. Et la question c'est, dans le jeu, comment est-ce qu'on fait pour faire plus? Donc c'est Snatch par exemple, c'est une carte pour 4. Donc la moyenne de la carte c'est 4. Quand on joue une attaque pour 7 en pitchant une carte, la moyenne c'est 3,5 parce qu'on a utilisé 2 cartes pour faire 7 points de dégâts. Et ça reste ça. Et du coup, il prenait en compte tout ce raisonnement, partant du principe qu'on le maîtrise, qu'on le connaît et qu'on est à l'aise avec ses mécaniques. Et il parle du coup d'une autre valeur, qui est une valeur qu'il appelle implied value, que j'ai traduit en français par valeur implicite, ce qui marche bien comme traduction, qui est en fait toute la valeur que va produire certaines de vos cartes, mais pas à travers les simples chiffres liés à la carte, mais à travers ce qu'elle implique au moment où elle est jouée, par rapport à l'adversaire, par rapport aux informations qu'on connaît, etc., etc. C'est par exemple considérer qu'un on-hit sur une carte, c'est pas exclusivement un on-hit. C'est pas juste sur Snatch le fait de piocher une carte. Ça implique que l'adversaire va peut-être utiliser une carte de plus pour se défendre. Et du coup, si on considère que l'adversaire a mis 2 cartes pour se défendre, alors on peut dire que la valeur implicite de Snatch, c'est 2. Parce que ça implique que si toutes ces cartes bloquent à 3, la première carte qu'il utilise pour bloquer bloque 3, et la deuxième, théoriquement, bloque 3 aussi, mais ne prévient qu'un seul point de dégâts, en fait, qui est celui qui est important. Ce qui signifie qu'on a gagné 2 points en faisant jouer de manière sous-optimale la main de l'adversaire. Et donc, tout le concept de la valeur implicite, justement, c'est de prendre en compte les informations qu'on a par rapport au match-up, par rapport au deck de l'adversaire, par rapport à la façon qu'il a de jouer, et de réagir en conséquence avec les cartes à notre disposition. Et donc le premier exemple que je vais présenter et qui est présent dans la vidéo, que d'ailleurs je vous invite à aller regarder, on mettra le lien en description de toute manière. Si vous êtes anglophone et si vous êtes à l'aise avec, l'écouter, vous aurez d'autres points de vue, enfin genre vous avez leur discussion en détail. Et par exemple, il dit que Spinal Crush, qui du coup c'est écrasement spinal, je crois en français, qui sur le papier est Probablement. une carte qui coûte 5, tape pour 9 et a un crush, donc un on-hit si elle a fait 4 dégâts, qui est de prévenir n'importe quel go-again chez les cartes de l'adversaire jusqu'à la fin de son prochain tour. Et ben sur le papier, quand on utilise 2 cartes de notre main pour jouer Spinal Crush, ça fait 3 cartes pour 9, la valeur moyenne c'est 3. C'est on rate, mais c'est pas exceptionnel. Genre, voilà, c'est pas mauvais, on perd pas de value, c'est déjà pas mal. Mais si on considère qu'en fait on joue le Spinal Crush contre Faille par exemple, et que du coup le fait que Spinal Crush touche implique que du coup Faille n'aurait pas bloqué, et du coup aurait pris le Crush en pleine face, et du coup n'aurait pas pu avoir Go Again sur toutes les cartes qu'il compte à jouer pendant son tour. Donc si le Faille sait qu'il va avoir besoin de bloquer, parce qu'en fait il faut qu'il prévienne le fait de ne pas avoir Go Again, alors dans ce cas-là, il va utiliser les cartes de sa main qu'il aurait peut-être pu jouer pour bloquer, pour prévenir le fait que son tour ne ressemblera à rien s'il laisse passer les Spinal Crush. Et donc ça veut dire que Five va peut-être bloquer avec un Lava Burst par exemple, ou avec un Blazed Long qu'il aurait aimé jouer. Et dans ces cas-là, si on considère que le Blazed Long il aurait pu le jouer et qu'il aurait représenté 4 points, mais que du coup on l'oblige à bloquer avec le Spinal Crush, dans ce cas-là le Blazed Long ne vaut plus que 2. Le Lava Burst qui aurait représenté 6 points, cette fois-ci il ne vaut plus que 3. Et du coup, en plus d'avoir absorbé ces cartes-là et d'avoir gagné de la value d'une certaine manière, on a en plus gratté un équipement. Et en fait, se dire que du coup, Spinal Crush passe d'une carte on rate à 3 de valeur moyenne pour les 3 cartes qu'on a utilisées, à tout d'un coup une carte qui va présenter des dégâts et en plus représenter plein de points à travers tous les points qu'on s'est économisé de prendre au tour d'après,
à travers les 2 points de Blazed Long, les 4 points de, enfin les 3 points de Lava Burst, etc. En fait, on se rend compte que la valeur du Spinal Crush, elle monte super vite. Et du coup, il parle de tous ces trucs-là avec plusieurs exemples. Euh, mais est-ce que Croissant, tu as un truc à dire avant que j'enchaîne sur d'autres exemples? Non, non, continue pour le moment, je réagirai après, je pense. Et du coup, il utilise d'abord cet exemple du Spinal Crush pour parler de la valeur implicite qui est liée en fait à la connaissance dans le match-up. Parce qu'en fait, s'il joue Spinal Crush de cette manière-là contre Faille, à un moment précis, ou même pas forcément d'ailleurs à un moment précis, c'est parce qu'il sait que la valeur implicite de son Spinal Crush est beaucoup plus élevée que la valeur simplement marquée sur la carte. Et que cette valeur-là, en fait, elle implique de d'évaluer la main de l'adversaire. Et il ne peut dévaluer la main de l'adversaire qu'en ayant connaissance de ce que fait l'adversaire. C'est donc pour ça que, par exemple, dans la vidéo, il conclut un moment sur un truc qu'on vous a déjà dit. Si vous voulez vous améliorer en tant que joueur et avoir conscience de tous ces trucs-là, etc., jouer 10 parties avec tous les decks du jeu, en fait, c'est exceptionnel. Parce que du coup, vous aurez conscience en étant à la place de votre adversaire si vous l'affrontez un jour, de ce qui pour lui est important. Donc vous arriverez par exemple beaucoup mieux à lire les moments où l'adversaire met une carte dans son arsenal et veut la protéger parce qu'il sait qu'elle est importante. Et du coup, vous savez que à un moment où votre adversaire n'aura pas d'arsenal, votre Command and Conquer, sa valeur implicite, bah en fait, elle sera beaucoup plus basse qu'au moment où vous avez perçu qu'il avait mis une carte clé dans son arsenal. Où là, la valeur implicite de votre Command and Conquer, elle augmente énormément. Parce qu'elle force l'adversaire à bloquer à un moment où il n'aurait pas souhaité le faire. Mais il présente aussi un autre cas de valeur implicite, dans le match-up Lexi contre Dromai par exemple. Où il dit voilà, si on considère que Lexi et Dromai échangent des points, etc., que Dromai a 3 H-Wing, et qu'elle joue un Miragai et un Killoria. Elle attaque avec son Killoria, parce que de toute façon il n'a pas Fantasme, parce que Miragai, donc Bonnard. L'adversaire bloque pas, peu Bonnard. importe. Et ensuite il attaque avec ses 3 H-Wing, et du coup l'adversaire bloque pas, prend 3 points de dégâts, et du coup vient la question, est-ce qu'il attaque avec Miragai? Et là du coup se pose la question qui du coup est, euh, est-ce qu'il vaut mieux attaquer avec Miragai au risque de se prendre un popper, ou choisir de garder Miragai en retrait, du coup de ne pas avoir présenté 2 points de dégâts, mais du coup d'avoir préservé le Miragai pour le tour d'après? Et là en fait il est en mode, bah voilà, la seule réponse à cette question, c'est de connaître les maths. C'est d'avoir réussi à déterminer combien de popper est censé être joué dans ce match-up, combien est-ce qu'il en reste par rapport aux informations qui sont à notre disposition, et ensuite la question c'est, est-ce que ça vaut vraiment le coup de ne pas attaquer avec Miragai? Et en fait, il dit que la valeur implicite dans cette situation-là, en fait, elle est plutôt entre les mains de l'adversaire. Parce qu'en fait, la valeur du popper dans le deck de Lexi, c'est d'avoir produit cette situation où la Dromai se pose sérieusement la question, est-ce que je dois attaquer avec mon Miragai? Parce que si Lexi fait de la value et du coup pousse la Dromai à ne pas attaquer à tous les tours avec son Miragai où elle pourrait le faire, ça veut dire qu'en fait à tous les tours où Lexi n'a rien fait, à part avoir mis un popper dans son deck, elle a gagné entre guillemets 2 points de vie à chaque fois que le Miragai n'a pas attaqué. Du coup, la valeur implicite du popper dans le deck Lexi, c'est de lui avoir fait gagner 2 points de vie à tous les moments où Miragai aurait pu attaquer. Alors évidemment, là c'est un exemple qui est très brut et qui est très concret, mais qui en fait et c'est fait pour que l'explication soit plus claire en l'état. Mais en gros, se dire que un joueur va jouer de manière sous-optimale parce qu'il a des informations par rapport à une carte que vous auriez choisi de jouer pour interagir avec son plan de jeu, en fait, ça fait que la carte que vous avez simplement choisi de jouer, elle fait de la valeur tout le temps. Parce que sa simple existence a un impact sur la façon qu'a votre adversaire de jouer, qui du coup, en fait, réduit la valeur de ses cartes. Et alors après, il présente un exemple où il pousse le concept encore plus loin, et il dit, si on considère le match-up Holdim-Azalea, et qu'on considère qu'Azalea va vouloir produire plusieurs fois des tours avec des très grosses flèches avec Dominate, des boosts, etc. etc. Et que le Holdim, pour se prémunir de ce truc-là, il va jouer des grosses tonnes réponse rouges de l'arsenal et bloquer 10 avec 2 cartes, avec 3 cartes. Et c'est formidable. Euh, Azalea s'est adapté et a commencé à jouer Dreadbore. Alors Dreadbore, c'est un arc qui n'a pas été traduit, il me semble, et qui a des lignes de texte qui n'ont pas d'importance, mais surtout la ligne de texte. Il devrait les... l'avoir été, mais j'ai pas la traduction. Ouais, Mais il devrait l'avoir été puisqu'il fait partie d'Everfest, donc il est dans HP2. Ah, c'est probable.
Mais du coup, il a surtout la ligne de texte qui dit, «Les flèches que vous tirez avec Dreadbore, en gros», enfin genre, je fais vite parce que j'ai plus le détail, «ne peuvent pas être défendues par des défenses-réactions de l'arsenal». Ce qui signifie que le Holdim qui aurait mis dans son arsenal un Staunch Response ou des machins comme ça, bah, en fait, du coup, la valeur de son Staunch est complètement annihilée par l'existence même de Dreadbore. Et du coup, ce qui est très intéressant dans notre situation, c'est on a un choix qui a été fait de la part de la Azalea, qui est de considérer que si Holdim joue entre 16 et 18 défense-réaction, il y a une chance sur je sais plus combien qu'il ait une défense-réaction en arsenal ou dans sa main, et donc le fait de jouer Dreadbore va pousser le Holdim à sous-valuer les cartes de sa main parce que ça va le pousser à jouer certaines cartes à des moments où il aurait choisi de ne pas le faire. Et du coup, la simple existence de Dreadbore pousse, permet à C'est de la Azalea main de Dreadbore, réduire mais la valeur. C'est de la main? ouais. Ah bah c'est encore mieux parce que c'est En fait, exactement l'endroit où il voudrait pas avoir de défense-réaction. c'est de la Le... main, et Et du coup c'est normalement, parti. tu combines ça au Release the Tension et au Oui, et Remorseless puis qui du coup, fait, empêche je de peux le faire de juste pas l'arsenal, jouer de DR. et du coup, tu peux juste pas jouer de DR Mais et voilà, genre mais du tu coup passes des dégâts c'est comme ça. encore mieux parce que du coup je comprends tout parce que je crois que j'avais un petit peu écouté à ce moment-là avec l'oreille un peu ailleurs. Mais du coup, ça veut dire que si on considère que le Holdim a une défense-réaction toutes les. Il a 44% de chance d'avoir une défense-réaction dans sa main s'il joue un deck de 60 cartes et 18, 16 ou 18 défense-réaction. Du coup, ça signifie que il y a 44% de chance que votre Dreadbore ait fait de la value. Parce que du coup, il aurait poussé le Holdim à ne pas utiliser une carte rouge de sa main, genre un Think Below, pour bloquer une des flèches que vous avez tirées. Et du coup, c'est formidable parce qu'en fait, la valeur de votre Dreadbore, en fait, elle s'étale sur tout le long de la game, en fait. Elle s'étale, mais sans être indiquée sur la carte, en fait. Et du coup, on peut la quantifier, cette valeur, parce que si on considère que le Think Below dans la main du Holdim ne peut pas être joué, alors ça implique que la valeur du Think Below est strictement 1, puisqu'il ne pourra que être pitché pendant son tour pour attaquer avec le marteau ou faire je ne sais quoi d'autre. Et donc en fait, ça veut dire que Dreadbore, juste en étant en jeu, a fait gagner 3 points de value à chaque fois que vous avez tiré une flèche. Et à chaque fois que vous avez empêché le Holdim de jouer une défense-réaction. Et du coup, en fait, tout l'intérêt du propos, et c'est ce qui, je trouve, est intéressant avec la discussion, c'est que ils se sont vraiment posé la question, voilà, comment est-ce qu'on peut théoriser le fait que des cartes aient une valeur implicite? Et nous, avec Croissance, c'est une question qu'on s'était posée quand à un moment on s'était lancé dans l'évaluation d'un point de vue mathématique d'un très grand nombre de cartes, et on s'était dit, mais comment est-ce qu'on value les on-hit? Et du coup, on avait mis la même valeur de points sur Spinal Crush, le on-hit de Spinal Crush, et le on-hit de Buckling Blow. Alors que, en fait, c'est deux cartes qui ont une valeur implicite complètement différente. Et du coup, bah, maintenant que j'ai écouté cette vidéo et maintenant que j'y pensais, ça me fait revenir sur pas mal de fois où justement je m'en suis rendu compte. Et j'étais en mode, mais ok, donc là en fait il y a un monde où je perds de la value parce que je joue de telle manière à ce que mon adversaire en fasse, parce qu'en fait il sous-value les cartes de ma main. Et du coup, ça fait que par exemple, euh, il y a un élément qui est ultra intéressant, c'est Yuanjili dit que il est très important d'avoir compris comment bloquer avec sa main pour justement contrecarrer la valeur implicite des on-hits de l'adversaire. Ça veut dire avoir conscience de ce que l'adversaire va faire, ça veut dire savoir qu'est-ce qu'il veut faire après avoir joué telle ou telle attaque, et ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire de notre main. Et donc en fait on a planifié, et du coup il fait des comparaisons avec le poker aussi qui sont très intéressantes. Euh, et voilà. Ouais, du coup, je trouve ça intéressant. Moi, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, j'ai regardé un peu, alors j'ai pas vu la vidéo en entier encore, mais comme dit Fino au début de la vidéo, c'est un truc où je pense que beaucoup de joueurs, notamment les bons, voire très bons joueurs, ou ceux qui théorie-craftent beaucoup, genre moi je sais que, encore une fois, je me considère pas dans les meilleurs joueurs de France du tout, mais je sais que je théorie-crafte beaucoup, ce qui fait que ce genre de choses, j'y réfléchis. Et c'est pas un truc sur lequel des joueurs avaient genre mis un terme, et c'est pas mal d'en avoir mis un de la part de Yuanji parce que ça Mm. va permettre de plus le creuser, je pense, et de faire réfléchir les gens dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà un peu réfléchi et qui va aller de plus en plus parce que je sais pas si c'est avec toi que j'en avais parlé, mais quand j'ai joué Uzuri mercredi dernier, un des trucs que j'ai adoré avec le deck, c'est que tu cherchais pas à maximiser tes maths, comme sur genre tous les decks récents ou presque,
mais que tu utilisais tes outils de disruption pour diminuer la value des cartes de l'adversaire. C'est-à-dire Ouais, c'est le mettre dans des mauvais la choix manière grâce à tes on-hit, ou le mmh. mettre dans des choix où ses cartes bloquent moins bien grâce à tes dagues et tout ça. Et j'ai trouvé cette approche pour un deck hyper intéressante parce que du coup, petit 1, ça arrête un peu la course à des cartes toujours plus broken avec des maths toujours plus hauts, ce qui est plutôt une bonne chose de mon point de vue en termes de genre ralentir du power creep. Et ensuite, ça permet d'attaquer aussi sur un autre axe qui te demande genre bah, de beaucoup mieux connaître le deck en face, de beaucoup mieux savoir comment tu vas pouvoir enlever de la value euh, aux héros que tu affrontes, parce que tu vas pas enlever de la value de la même manière à Oldim ou à Faille. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir de pousser cet aspect-là. Et je pense qu'entre le fait que Usuri soit un héros qui agit plutôt sur cet axe-là, que de manière générale, les gardiens et les decks disruptifs le soient plutôt aussi. Et que Bravo, par exemple, qui va être le seul gardien après Dust Till Down, a priori, en tout cas temporairement, agissent plutôt sur cet axe aussi. Parce que quand on regarde les cartes de Bravo, nous, quand on avait commencé notre Excel sur les stats des cartes, on s'était rendu compte que la plupart des cartes de Bravo étaient on-rate ou under-rate, tant qu'on ne Mmh. prenait pas en compte soit les Seismic, soit le Dominate, soit les On-Hit. Et ce Et qui du du coup coup, produisait un espèce de truc bizarre parce qu'on était en mode: «Mais on peut pas dire que Spinal Crush c'est pas bien oui, parce que oui, c'est oui, on rate». Genre, il y a un truc qui va pas, on comprend pas, qu'est-ce que c'est que c'est ça ça. et tout. Et en fait, du coup, comme tu l'as super bien expliqué par rapport à la vidéo, quand on arrive à prendre en compte la valeur qu'on fait perdre à l'adversaire et que on l'ajoute à la valeur qu'on produit, il y a plein de cartes et de situations qui deviennent overrate. Et je trouve que c'est intéressant d'aller chercher de la value de cette manière-là aussi, parce que ça permet de pousser plus loin la connaissance des match-ups, de pousser plus loin la connaissance des plays, et de pas juste cracher une main en disant FA des bons maths. Donc déjà, je trouve que c'est une façon intéressante de jouer, qui pousse peut-être vers une méta un peu plus mid-range, avec un peu plus de trade de cartes et pas juste de points. Donc ça, déjà, j'en suis à titre personnel plutôt content parce que ça va plutôt dans un sens que je préfère sur le jeu. Et je pense que de manière générale, même pour les agros, c'est hyper intéressant parce que bah, c'est important de se poser la question, lorsque tu bloques avec une carte, qu'est-ce que tu aurais pu faire de cette carte? Et à l'inverse, lorsque tu ne bloques pas avec cette carte, qu'est-ce que tu vas en faire? Et moi, je sais Mmh. que par exemple, il y a plein de moments où avec Kano, j'ai regardé un peu des games de Thomas, donc l'autre Kano qui a fait top 8 et qui a fait 5-0 aussi ce week-end, et qui, je crois, a raté le top 8 à peu de choses la veille, donc qui a vraiment eu un bon week-end. Et en fait, il y a plein de moments où, dans plein de match-up, il bloque plus que moi, notamment contre les agros. Et il accepte beaucoup plus de bloquer. Et moi, genre, même quand j'ai une rouge en main, j'ai du mal à bloquer parce que je suis en mode, je veux garder toutes mes cartes pour essayer de push le plus de dégâts possible. Mais il y a des fois où ma carte, elle représente pas du tout assez de points par rapport à ce que j'aurais gagné à bloquer. Et du coup, je pense que, enfin, en fait, le fait de se poser la question comment on réduit la valeur chez l'adversaire va aussi nous faire poser la question, non pas de comment on augmente la value chez nous, mais comment on empêche l'adversaire de nous la diminuer. Mmh. Et c'est du coup ce que je trouve passionnant avec ce jeu, c'est que quand on comprend que la première étape de la maîtrise, c'est réussir à optimiser les 4 cartes qu'on a entre nos mains, l'étape d'après, c'est optimiser les cartes qu'on a entre nos mains pour réduire l'optimisation des 4 cartes que l'adversaire a entre ses mains. Et quand tu comprends ça, ça fait Ouais, explosion de saveur dans le cerveau et tout. Et tu vois, pour rebondir sur le truc que tu disais qui est lié à l'importance qu'a la connaissance des match-ups et des decks, etc., etc., Yuanji, il utilise un exemple dans sa vidéo qui est très parlant. Il dit, ben voilà, si on reprend l'exemple avec Oldhim et Azalea qui jouent euh, Dreadbore, il dit, ben voilà, il y a un tournoi, à un moment, je me suis retrouvé à jouer Oldhim contre Azalea en ronde. Il ouais, savait déjà que la Azalea serait une Azalea qui joue Dreadbore, justement, parce qu'elle veut réduire la valeur des défenses réactions. Et du coup, Yoanji, bah, il a fait l'inverse. Donc il a enlevé quasiment toutes ses défenses réactions, puisqu'en fait il a conservé que celles qu'il voudrait mettre dans l'arsenal pour pouvoir les jouer contre Dreadbore, donc les Staunch. Et à la place de toutes les défenses réactions, il a remis toutes les cartes ultra offensives qu'il aurait enlevées, donc les E-Strike, les Ilus Belting et toute la patate. Et en fait il était en mode, bah, si Azalea enlève le meilleur arc à sa disposition, telle qu'elle a été construite, pour jouer un arc sous-optimal mais qui est censé réduire la valeur de mes cartes, alors je vais juste arrêter de jouer les cartes qui auraient été dévaluées et recommencer à jouer les cartes pour en tirer full value et full potentiel.
Et du coup, punir le fait que la Azalea sera moins efficace par le fait que moi je le serai plus, parce qu'elle aura choisi d'attaquer un axe qui est pas celui que je lui ai permis d'attaquer. Et alors, là, c'est vraiment genre la réflexion niveau 10 000 IQ, genre il s'est mis à la place de l'autre, qui s'est mis à sa place, qui s'est mis à sa place, enfin, c'est ultra intéressant. Mais avoir cette réflexion-là au tour par tour avec la façon qu'on a d'utiliser nos cartes pour bloquer, bah, en fait, je trouve que c'est aussi pertinent. Genre, et en fait, ça se voit, il le dit, genre, la première fois qu'on joue contre un Mask of Momentum, on s'en rend compte en fait de ce truc-là. Ouais. C'est de dire, genre, il faut pas que je bloque n'importe comment en fait. Il faut pas juste que je bloque des chiffres en fait. Il faut que je bloque des choses à des moments précis. Et du coup, Ouais, c'est toute la clair. force d'un ninja, c'est justement d'avoir poussé son adversaire à réduire la valeur des cartes de sa main parce qu'on l'a poussé à bloquer au mauvais moment. Et ça, c'est un truc que j'avais lu quand je m'étais un peu intéressé à Katsu et à Fai aussi un petit peu, mais chez Fai, c'est moins parlant parce que c'est moins explicite d'une certaine manière. Mm. Mais dans Katsu, c'est ultra important cette notion de réduire la valeur des cartes de l'adversaire parce qu'on va le pousser à bloquer un point de dégâts avec deux cartes à un moment nul de la Mm. chaîne de combat. Et du coup, en profiter parce que du coup, on sait qu'il a mis trop de cartes à ce moment-là et du coup, il va être en difficulté s'il a besoin de recommencer plus tard et tout et tout. Ouais. Et en même temps, tu vois, paradoxalement, c'est aussi bien savoir bloquer Katsu, c'est réduire l'impact des cartes de Katsu. Bien C'est sûr. genre anticiper des réactions, c'est le forcer à claquer des réactions à un moment où toi t'en as aussi, en faisant des blocs bizarres. Genre, et Et du du coup, coup, mais du coup, ça parle de toute la valeur implicite qu'a ouais, chacune des actions. c'est ça. Et en fait, c'est juste de dire que, bah, mais ça, c'est un truc, encore une fois, où je pense que tout le monde qui Moi, j'avais joue pas mis bien de au mots jeu, dessus. c'est ça, Mm. tout le monde qui joue bien au jeu ou qui théorie beaucoup le jeu, y pensait sans l'avoir, genre, verbalisé. Mais il y a une grande partie des gens qui étaient déjà en mode, genre, comment dire, enfin, tu visualisais déjà que Surging Strike, c'est pas juste 5. Tu vois, Oui, genre, en c'est pas fait, juste en des fait, maths, ce que j'ai trouvé tu vois. intéressant avec l'exercice qu'ils ont fait, c'était surtout de faire ce travail de chiffres, genre de se poser et de Ouais. se dire, mais quelle est la value vraiment en termes mathématiques d'avoir bloqué maintenant avec une carte? Et le but, Mm. c'était pas d'en extraire, tu sais, une espèce de valeur mathématique globale et générale, mais plutôt de se Ouais. dire, apprendre à avoir ce raisonnement et à la compter quand on détermine la valeur maximale de notre main quand on l'a, si on choisissait de la jouer ou de bloquer Mm. avec, bah en fait, ça implique, si on veut s'améliorer, de prendre en compte la valeur implicite des cartes. Et ça, là, je suis en Ouais, mode ouais. Wouah! Mais tu Ouais. vois, et je trouve, pour finir, que c'est intéressant parce que ça force, un, comme on disait, à mieux connaître les match-ups et les situations et les cartes et tout ça, tu vois. Et deux, à vraiment se poser la question aussi de, euh, genre, niveau zéro de ma réflexion, il y a marqué 4 en offense, il y a marqué 2 en défense, je joue la carte, parce que ça fait plus. Et Mhm. niveau 1 de la réflexion, et on arrivera peut-être un jour à un niveau 2 si le jeu continue à se développer comme ça, mais niveau 1 de la réflexion, ok, ça fait 4, ça bloque 2. Mais si là, les deux bloquent un trigger de masque de Katsu qui lui aurait donné une carte et que je suis confiant sur le fait qu'il ne pourra pas avoir un autre trigger ce tour, bah, est-ce que je compense pas les 2 points que je perds moi à ne pas jouer la carte par 2 points que je gagne, voire plus que 2 points, à ne pas donner une carte à Katsu? Mhm. Et il y a Bah, je des pense que, situations où ce ne sera pas le cas, mais il y a des situations où ça va être le cas. Et ça, en vous, vrai, vous allez pouvoir l'appliquer à plein de game states, plein de contextes, plein de tours. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça force à regarder le jeu sous un aspect un petit peu différent, qui va permettre d'aller encore plus loin dans la maximisation de l'utilisation de chacune de nos cartes. mhm. Mais tu vois, genre, avec l'exemple que tu utilises, il y a un monde où tu peux le faire avec Faille. Genre, Faille a joué une attaque à 0 pour 3, coup d'épée, il fait une autre attaque à 0 pour 3, peu importe. Il ramène sa flamme, il vous a touché avec toutes les attaques, il lui reste son Mask of the Pouncing Lynx. Il y a un monde où bloquer avec. Et il a plus d'autres cartes. Il y a un monde où bloquer la flamme pour éviter au masque de trigger et d'aller chercher Lava Burst. Bah, c'est peut-être ne pas faire 4 points de dégâts avec, avec la carte avec laquelle on a bloqué, mais se prémunir de 6 points de dégâts qu'on aurait pris avec le Lava Burst. Et du coup, là, on fait Ouais, plus 2. alors après, d'un côté oui, Voilà, et c'est d'un un autre exemple qui côté, est très. encore une fois, tu vois, genre, et c'est là où ça devient vraiment intéressant aussi, c'est que Est-ce que là, ça on vaut le parle coup par d'avoir rapport à un bloqué les équipement, 6? là, on parle par rapport à un équipement, et est-ce que, genre, ça lui laisse pas juste le masque pour le tour d'après?
tu vois, dans ce contexte-là, si t'as pas moyen de menacer assez sa main avec toi aussi des Honey, des trucs comme ça pour dévaluer sa main et qu'il peut refaire la même séquence au tour d'après, bah, il y a un moment, Mmh. il va le claquer Et on peut juste aussi un chainlink plus tôt, le masque, et tu vas te faire baiser, tu vois? et on peut aussi voir le truc dans l'autre sens, où le masque, par sa simple présence, a fait 2 points de value parce qu'il a enlevé une carte à un Ouais, moment clé. c'est ça. Parce que en plus, genre, en fait, la flamme, tu la récupères à chaque tour. Le masque, tant que tu le craques pas, il reste là. Donc si l'adversaire bloque pour, genre, ne pas prendre le masque à tous les tours, bah, en fait, au final, c'est à tous les tours une carte que ton adversaire dévalue, alors que toi, tu auras un tour où tu pourras value ton masque. Et même s'il Mmh. fait un point de moins parce que tu la value à un tour un peu moins bon que genre le tour maximum, genre par exemple si tu le fais pas sur un tour d'Art of War parce que ton adversaire a bloqué un truc et tout, mais que tu le fais un tour après, bah certes, tu auras peut-être perdu un point de dégâts avec le masque, mais tu auras tellement enlevé sur les tours précédents à ton adversaire parce qu'il aura bloqué pour essayer de réduire ta value, que ce sera worse pour toi. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un des autres exemples que j'ai trouvé très intéressant dans la vidéo, c'est il dit: «Bah, voilà, à un moment, on essayait de jouer faille contre Oldhim et de casser le match-up et ils se sont rendus compte à un moment que la meilleure carte dans le deck de faille contre Oldhim, c'était énergie potion». Alors, je vais pas mentir, quand il dit ça dans la vidéo, je suis en mode: «Waouh, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il a fumé?» Et après il détaille. Il indique que, en fait, le raisonnement est assez simple. Si on considère que Hold'em veut bloquer en permanence tout ce que fait faille, et donc qu'il va utiliser toutes les cartes de sa main pour bloquer. Jouer la énergie potion à un moment de la partie, c'est réduire la valeur des cartes de la main de son adversaire, parce que du coup, c'est l'empêcher de bloquer correctement, l'empêcher de tirer 3 de value d'une carte qui bloque 3, et du coup Mmh. le pousser à devoir l'utiliser pour attaquer avec le marteau ou faire un truc pas très intéressant. Et ce raisonnement, il marche uniquement quand on sait que le Hold'em va vouloir bloquer, et que du coup la valeur maximale qu'il pourra tirer de ses cartes, elle est basée sur le fait qu'il bloque avec. Et du coup, le raisonnement, c'est si l'énergie potion me donne 2 ressources à un moment clé de la partie, plus tard, où j'aurai besoin de faire beaucoup de choses, et que du coup, l'énergie potion paye un Heart of War, paye un coup d'épée, une Spreading Flames ou que sais-je, et qu'en plus, elle vous a permis, plus tôt dans la partie, de réduire la valeur d'une main de Hold'em, bah en fait, la carte, elle est exceptionnelle. Et du coup, Mmh. ce raisonnement, il permet aussi, il en profite pour faire la transition sur un autre truc, c'est il dit qu'il y a un truc que les gens font pas assez, c'est de conserver des cartes sur plusieurs tours. Et il sait que les gens sont capables de planifier le tour qu'ils sont en train de jouer, peut-être le tour d'après, mais il se rend compte que beaucoup de joueurs ont encore du mal à planifier certains plays sur 3, 4, 5, 6 tours carrément. Et il parle par exemple de l'exemple de mettre un Command and Conquer en arsenal et de pas le jouer, de choisir volontairement de ne pas le jouer parce qu'on sait qu'à un moment clé dans le match-up, parce qu'on sait qu'on joue contre Lexi par exemple qui avait Arsenal un Rain Razor, ou ce genre de truc là, on va pouvoir utiliser notre Command and Conquer pour en tirer encore plus de valeur implicite au moment où on l'a joué précisément. Voilà, c'est formidable. Allez écouter les vidéos, en vrai elle est trop bien. Mmh. Elle est en anglais, mais c'est pour ça aussi que je voulais faire l'effort de la transcrire d'une certaine manière en français Ouais. pour que tout le monde puisse y avoir accès, parce que je trouve vraiment que c'est une ressource qui est très intéressante pour tous les gens. Et même moi, même moi à titre personnel, j'ai écouté la vidéo et j'étais vraiment en mode, mais bah, en fait, comme tu dis, c'est pas des trucs auxquels j'ai pas pensé, c'est pas des trucs auxquels je me suis pas rendu compte, mais le fait de le Mmh. formaliser, de le verbaliser, et vraiment que ce soit dit, j'étais en mode, ah ouais, mais carrément. Ouais, ouais, Voilà. c'est clair. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à mon deck. Oh oui. Oh oui. Eh la régie, monte mon deck s'il te plaît. Ouais. Alors, bah, pour ceux qui sont sur YouTube, vous ne voyez pas que c'est Prism. Mais du coup, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment de deck de Blitz d'avance, genre d'édition sortie récemment pour les améliorer, machin et tout. Mais je me suis dit que bah, Dusk Till Dawn va arriver à un moment. Et en attendant, peut-être que des joueurs voudraient prendre en main les héros disponibles, qui seront probablement de retour dans Dusk Till Dawn, avec sous d'autres formes, etc., etc. En tout cas, des mécaniques qui vont probablement revenir. Et que du coup, ce serait marrant de jouer les decks de Blitz de tard l'époque quand j'ai commencé à jouer. Prism par exemple. Prism qui est un deck de Blitz qui n'est pas bien. Alors le deck de Blitz tel qu'il est disponible en magasin, ceux qui l'ont joué
seront probablement d'accord avec moi, il est pas bien. Genre, il est pas équilibré. Il essaie de jouer des Herald et de jouer des Auras, mais sauf qu'il fait ni bien l'un ni bien l'autre. Du coup, je me suis dit que j'allais régler le truc. Les auras, toutes les cartes qui vont avec et tout, ça coûte très cher parce que c'est souvent des M, c'est des grosses cartes bien fortes et tout. Donc là, on va jouer un deck un petit peu plus. Voilà, c'est moi qui ai monté le deck, hein, donc le but c'est d'aller dans la tête et puis on verra plus tard. Donc c'est un deck. Alors, les gens qui ont joué Prism ou qui ont déjà affronté Prism savent que Prism joue énormément de jaunes. Parce qu'en fait, Prism utilise Luminaris, qui récompense le fait de jouer des jaunes, puisque Luminaris donne Go Again à tout, à partir du moment où vous avez une carte jaune dans votre zone de pitch. Mais quand vous jouez pas Luminaris, parce que vous jouez Iris of Reality, parce que la carte est moins chère, bah du coup on n'a pas besoin de jaune en fait. Donc en fait on va juste jouer les bonnes jaunes, et le reste ça va être ou bleu, ou rouge. Mais du coup si on a des cartes bleues, ça veut dire qu'on peut avoir, alors déjà, des défenses avec quelques équipements qui seront dans le side, mais aussi dans le main deck, qui sont pas mal parce qu'on peut les combiner à la capacité de prisme. Mais vous avez aussi des bleus qui vont vous permettre de payer des grosses patates qui coûtent 3. Et ça c'est bien. Mais le gros défaut du deck, c'est que du coup on manque cruellement de Go Again. Du coup, le deck est un petit peu plus fait autour du fait de bloquer un petit peu plus, parce que toutes les cartes bloquent mieux que si ça avait été un deck full aura. Et il a plus ce côté, vous voulez bloquer avec deux cartes, pitcher une bleue pour jouer ou une seule grosse carte, soit pitcher une bleue pour attaquer avec un Spectral Shield qui traîne, puis lancer un Herald derrière, etc. etc. De manière générale, les cartes elles sont là pour faire un petit peu de value sur le long terme et pas être cher parce que c'est des communes ou des rares. Donc vous avez un package de Herald, il y a les meilleurs, selon moi les plus intéressants. Wartune Herald, qui est un des meilleurs Herald pour Prism, bah, du coup il est pas si bien que ça dans cette version, parce qu'en fait, la force de Wartune Herald, c'est de pitcher une jaune pour jouer un 1 pour 7 Go Again, qui en plus vous rend un point d'action, parce que vous avez des bots légendaires qui coûtent super cher. Mais là, comme on a ni Luminaris, ni les bots légendaires qui coûtent super cher, bah, c'est 1 pour 7, du coup c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. J'ai même réussi à mettre des snatchs dans un deck Prism, ce qui est formidable, moi j'adore ça. Parce qu'il y a marqué 0 pour 4, piocher une carte, ça met un arsenal, machin et tout. Voilà, il y a quand même quelques petites auras, mais l'essentiel des auras que vous allez faire, c'est plutôt des Spectral Shield. C'est pour ça que du coup, vous avez 6 Herald of Protection et des Phantasmal Haze qui du coup génèrent des Spectral Shield. Voilà, voilà. Au niveau des équipements, c'est. Alors, je pense que c'est un deck qui perd instantanément contre le moindre gardien ou brute. Parce que quasiment toutes vos cartes ont fantasme en fait, donc ça va être la purge de s'en sortir. Mais j'ai quand même mis deux trois cartes pour interagir un peu avec le fantasme. Donc vous avez Dreamweavers et Silent Stilettos qui sont les alternatives low cost, on va dire, au fait d'avoir fantasme et donc un Phantasmal Footsteps. Parce que ça permet soit de prévenir le fait que l'attaque soit pop, soit de réagir au fait qu'elle a été pop pour récupérer un point d'action. On a Blossom of String pour avoir une ressource à un moment pour jouer une carte, parce que ça permet par exemple de bloquer avec trois cartes. On utilise Blossom of Spring ou Artune Herald de la main. En fait, ça fait de la value, c'est bien. Et on a Ironhide Helm qui va normalement avec Ironhide Gauntlet, qui je crois est en side, qui permet en pitchant une bleue de faire un Spectral Shield avec Prism et de prévenir 2 points de dégâts avec le Ironhide, ce qui est bien dans le cas où vous avez des bleus un peu moyennes et ce qui permet d'absorber les dominate et les machins comme ça. Voilà. Comme le deck compte taper assez fort, j'ai mis du Spell Void, mais il y a un monde où l'Arcane Barrier c'est juste mieux. Donc ça sera à vous d'ajuster. Mettez de la baie. Oui, c'est probablement que la B ce serait pas plus mal. Surtout que je pense que pas que ça prenne beaucoup de place dans le side. Ah, Donc en fait, le truc, c'est que tu manques de go again. Du coup, comme tu manques de go again, tu vas souvent, enfin, souvent non, mais tu vas avoir potentiellement des cartes en main qui te servent à rien. Donc, autant avoir de l'AB que tu peux faire à chaque tour. Parce qu'en plus, genre, moi perso, j'affronte ce deck-là en tant que cadeau. Je suis en mode genre, bah, ok, fais un Herald, j'ai bloqué à deux cartes et je te mets un spell, tu vois. Et si ce spell, tu mm. peux pas l'AB parce que tu joues que du spell void, tu vas très vite mourir, peu importe le spell void que tu Oui, as. probablement. Tu Oui. vois. Alors que si ce truc-là, tu peux le chill, c'est mieux. Par contre, tu peux aussi, enfin, vous pouvez aussi libérer une place dans votre side en enlevant les spell void gloves, puisque Dreamweaver a spell void. C'est vrai, mais du coup il faut mettre Nullrune Gloves, ça a l'air vachement mieux. Et je pense du coup que les Mage Master Boots deviennent genre Nullrune Du coup, Robe, parce que Silent Stiletto ça a déjà AB. Bon, voilà. je mettrai la liste à jour pour que ce soit plus propre. Voilà, peu importe.
Voilà, donc ça c'est le but de la liste. Vous tapez un peu fort, vous perdez contre le moindre deck qui a la mauvaise idée de jouer des attaques à 6+, et voilà. Mais c'est marrant. Mais du coup, on va pouvoir passer aux cartes pour upgrade. Et je crois que c'est la première fois que j'ai mis autant de cartes pour upgrade. Genre, je me rends compte à quel point Prism, c'est un deck de prouveurs. Genre, faut un deck de riches en fait. Plein de cartes super chères dans ce deck. Alors déjà, les légendaires coûtent cher. Parce que vous avez envie de jouer les meilleurs génériques, Chrono Providence, Fiendal Spring Tunic, et une légendaire qui coûte super cher depuis toujours, Phantasmal Footsteps. Mais Phantasmal Footsteps, c'est vraiment exceptionnel dans Prism. Vous avez envie de jouer Luminaris, parce que Luminaris c'est juste trop fort en fait, c'est probablement même la raison pour laquelle Prism a été banni en fait, avait passé Living Legend, parce qu'en fait Luminaris c'est trop fort. Du coup l'intérêt c'est que Luminaris ça vous ouvre la possibilité de jouer tout le plan Aura que vous n'avez pas du tout dans la version que je vous ai présentée, et qui est exceptionnel avec Prism, parce que vous avez le phénoménal mot-clé qui s'appelle Spectra, qui casse le jeu, et c'est trop bien. Du coup, vous avez tout le panel des auras, Arclight Sentinel, Genesis, Merciful Retribution, Haute Touvras, Parable of Humility. Vous avez du coup Shimmers of Silver, qui est une M que je n'ai pas inclus dans le deck parce que elle est un peu chère en vrai. Vous avez Soul Shield qui devient exceptionnel mais qui est un peu dur à trouver. Vous avez des cartes exceptionnelles comme Zatul Yugot, qui est moyen dans 95% de decks. Mais comme vous avez besoin de jaune pour le deck, bah en fait c'est une carte jaune, bloc 3, qui des fois vous fait piocher une carte, donc en fait c'est trop bien. J'ai mis aussi dans cette liste toutes les cartes dont vous auriez besoin si vous voulez jouer une version très Herald aggro, un peu high roll, avec des Tome of Divinity, des Phantasmaclasmes, des Phantasmal Symbiosis, enfin des cartes qui vous font piocher des cartes et jouer plein de cartes en un tour, parce que du coup si vous pitchez des jaunes avec le Minaris, tous vos Herald donc go again, et en fait ça commence vraiment à faire vite n'importe quoi, parce que vous pouvez vraiment faire beaucoup d'attaques. Pour la blague j'ai mis une fable, parce qu'en fait Library of Solana c'est jouable dans Prism. Alors, ça a été joué à un moment contre les gardiens, ça enterrait les gardiens très fort. Ouais. Voilà. La carte est trop belle en plus, donc voilà. Mais évidemment, ne l'achetez pas pour ça, ça sert à rien. Juste Dites-vous si vous en avez une, il y a un monde où ça joue, mais même pas sûr. dites-vous que, alors, 3 choses. Premièrement, effectivement, elle est super chère en ce moment, ne l'achetez pas si vous ne l'avez pas, Ah ça oui, non, ne vaut surtout pas pas. le coup juste pour la jouer. Pour le coup, il y a des fables où on peut considérer que ça peut valoir le coup et encore, celle-là n'en fait pas partie. Ouais, clairement. Deuxièmement, Juste parce qu'elle est jolie. si vous avez une librairie et que vous voulez jouer Prism et que vous voulez jouer librairie dedans et que vous voulez un truc un peu funky et tout, n'hésitez pas à contacter His Name So Good sur le Discord France, qui joue en ce moment un Prisme Royal qui a fait ses preuves en side event du calling d'Antwerp. Voilà, d'Anvers, comme disent des gens dans les commentaires. Mais c'est genre Crown of Dominion, Cash-in, Librairie of Solana, que des jaunes, et on s'amuse, on pioche plein de cartes. Dernière chose, pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'ils ne jouent pas depuis assez longtemps, il y a effectivement une période où le side de gardien contre Prism, c'était Et des littéralement jaunes, plein de des jaunes. Elus Belting jaunes, puisque ça permettait de conserver une attaque go again pour genre pressure les dégâts et les spectral shield de Prism tout en envoyant après le marteau dans une aura. Mais ça permettait aussi d'être des jaunes qui du coup servaient à se défausser pour détruire la Great Library of Solana. Voilà. Voilà, c'est dire à quel point la carte a été polarisante dans le match-up. Après, je l'ai joué une fois dans ma vie, c'était exceptionnel, hein, vraiment, genre, dinguerie. Ouais. Mais passons. Voilà, du coup, comme d'habitude, vous avez dans la liste toutes les cartes que je vous conseille d'acquérir. En 2 exemplaires, c'est selon moi les plus importantes. En un exemplaire, celles qui passeront après, ou qui sont genre des génériques, du coup pas besoin d'indiquer que c'est bien à acheter. Voilà. Je pense que la carte la plus importante pour Prism, parce que c'est vraiment celle qui ouvre un champ des possibles phénoménal, c'est Luminaris. Vraiment, genre, Prism sans Luminaris, c'est pas vraiment Prism. Ouais. Luminaris, c'est juste trop fort en fait. Genre la carte est trop bien. Voilà. Bah sur ce, je pense qu'on peut conclure notre épisode, si ça te va. Ouais. Ça me va, je Ouais. pense qu'on a non, mais je pense qu'on a fait le tour, bah, comme je t'avais dit avant, moi, c'était pas forcément une discussion sur laquelle je pensais avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mhm. Autant j'ai beaucoup parlé pour mon RTN, autant là, là sur le sujet en tant que tel du truc, j'avais un peu moins de choses à dire. Mais c'était quand même très intéressant,
et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses à réagir dessus que c'est pas pertinent. Du Mmh. coup, voilà. De toute façon, Heu, si vous avez des retours à faire sur, justement le truc dont j'ai parlé, n'hésitez pas à les faire en commentaire. On mettra de toute manière tous les liens. ouais, J'aurais tout envoyé à la régie pour que vous puissiez, consulter, les trucs dont on a parlé, cette semaine. Voilà. Si vous avez la possibilité d'écouter des podcasts en anglais, du coup, je vous conseille d'écouter littéralement la vidéo. Heu, voilà et hésitez pas aussi, comme ça a déjà été fait par certains ou certaines d'entre vous quelquefois, à nous dire dans les commentaires ou même, sur Discord ou à nous envoyer des messages, en privé sur Discord, sur, le nôtre, sur le Discord France ou quoi, à nous proposer des sujets d'épisodes, genre s'il y a des choses dont vous avez envie de parler. Je sais qu'on nous a déjà proposé des choses, on l'a pas forcément fait parce que soit c'était pas un bon timing, soit on se sentait pas forcément genre en mesure de le faire. Mais je sais qu'il y a aussi des moments où genre on nous a demandé de faire des trucs sur les drafts et on en a parlé un peu, on a fait des épisodes sur du limité et tout. Du coup, bah, sachez que on écoute même si on fait pas forcément tout le temps, ce qu'on nous recommande. Mais, n'hésitez pas, c'est toujours sympa d'avoir des suggestions parce que ça montre, un, que les gens écoutent jusque cette partie-là de l'épisode, ce qui fait plaisir. 2, ça permet aussi de voir qu'il y a des gens qui sont assez impliqués pour en arriver à nous proposer des sujets et ça fait super plaisir aussi. Et c'est 3, vrai. ça nous permet quand on est des fois un peu en manque d'inspiration, parce que ça peut arriver quand on fait un contenu hebdomadaire, on n'a pas toujours des trucs qui nous paraissent super pertinents à raconter, bah, à avoir des choses dans notre manche pour ces moments-là justement. Et là, par exemple, moi, je savais pas forcément trop de quoi on allait parler, jusqu'au moment où PewDiePie m'a envoyé, cette vidéo. Il m'a dit, «Oh, je suis tombé sur un truc et tout, ça a l'air très sympa», il m'a pitché un peu et j'ai dit: «Bah, OK, vas-y, on va faire ça», parce que effectivement ça a l'air très pertinent d'un point de vue compétitif et bah, pour le jeu, de manière générale et du coup, voilà. Donc faites-nous des Exactement, recommandations. s'il vous plaît. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, heu, à la semaine prochaine et voilà. Salut tout le monde!